donc pour ce nouveau cours d'histoire à distance, puisqu'on est toujours confiné. J'espère que globalement vous arrivez à bien suivre. Alors, on s'est quitté la dernière fois sur la construction du mur de Berlin, donc qui finalement a lieu dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Et on va revenir un petit peu aujourd'hui sur les raisons de cette construction du mur et sur les conséquences surtout qu'elle va avoir, puisqu'elles sont quand même assez nombreuses, ces conséquences. Donc vous voyez, hein, on va faire la transition entre le A et le B. Et je reviens du coup sur la petite chronologie là, que vous voyez à l'écran, du côté droit de l'écran. Donc 1945, hein, on l'avait dit, partage de l'Allemagne et de Berlin, 4 zones d'occupation, blocus de Berlin de juin 48 à mai 49, et création en 49 donc de la RFA et de la RDA. Donc je rappelle, un RFA, République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest, République démocratique d'Allemagne, RDA, Allemagne de l'Est. Voilà. Alors je passe sur les émeutes de 1953. C'est pas le plus important. La date qui m'intéresse vraiment et que vous devez absolument connaître, c'est celle du 12 au 13 août 1961, début de la construction du mur de Berlin par les soviétiques. Voilà. Et on va reprendre le texte 4, là que vous avez sous les yeux, la décision de construire le mur. Entre 1949 et 1961, 2,5 à 3 millions d'Allemands fuient la RDA en passant par Berlin-Ouest. L'URSS décide d'employer les grands moyens. Et donc on nous dit que c'est un décret du gouvernement est-allemand du 12 août 1961, et ce texte nous dit: le Conseil des ministres de la République démocratique allemande, en accord avec les décisions de la Commission politique consultative des États membres du pacte de Varsovie, et en vue d'assurer la paix en Europe, de protéger la RDA et de répondre aux intérêts de la sécurité des États du camp socialiste, a décidé de prendre les mesures suivantes. Pour mettre un terme aux activités hostiles des forces revanchardes et militaristes de l'Allemagne de l'Ouest et de Berlin-Ouest, un système de contrôle semblable à ceux qui sont habituellement en vigueur aux frontières de tous les États souverains sera mis en place aux frontières de la RDA, y compris à la frontière des secteurs occidentaux du Grand Berlin. Des mesures de sauvegarde devront être prises et des contrôles efficaces devront être effectués aux limites de Berlin-Ouest pour fermer la route aux activités subversives. Jusqu'à ce que Berlin-Ouest soit devenu une ville libre, neutre et démilitarisée, les citoyens de la capitale de la RDA devront avoir un permis spécial pour franchir la frontière de Berlin-Ouest. Alors ce texte, il est très intéressant parce qu'on est clairement en face d'un texte de propagande. Ok, c'est un décret, mais en réalité c'est bien plus un texte de propagande. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la première partie du texte, on nous évoque que tout ça est pris soi-disant en concertation avec les membres du pacte de Varsovie, donc de l'alliance militaire mise en place par l'URSS, mais en réalité, c'est bien le Parti communiste d'Union soviétique qui décide la mise en place de ce mur de Berlin. Après, on nous parle de sécurité des États du camp socialiste. Or, c'est bien pour empêcher les gens de fuir que le mur a été créé. Ce n'est pas du tout parce que l'Ouest voulait attaquer l'Est, c'est bien parce que la population de l'Est voulait fuir à l'Ouest. Or ici, on essaie de mentir quelque part à la population, il faut bien le reconnaître et le souligner. De plus, la justification de la construction du mur est quand même à noter. À la toute fin du texte, on nous demande, le gouvernement est-allemand demande que Berlin-Ouest devienne une ville libre, neutre et démilitarisée. Autrement dit, que les forces notamment américaines et anglaises qui sont présentes à Berlin-Ouest soient rapatriées dans leur état d'origine. Mais quel est l'objectif? Que Berlin-Ouest puisse passer totalement sous contrôle de l'Est. Parce qu'une fois que les forces militaires seraient parties, on se doute bien que l'Est prendrait totalement contrôle de Berlin. Et c'est bien ce que le camp américain ne souhaite pas depuis le début. Hein. Rappelez-vous, déjà en 1948, quand le blocus de Berlin a eu lieu, les forces américaines, françaises, anglaises s'y sont opposées et on reste dans la même logique. Donc on en arrive à la construction de ce fameux mur de Berlin. Il va se complexifier au fur et à mesure du temps. Du 12 au 13 août 1961, ce sont principalement des morceaux en fait de murs qui avaient été préparés à l'avance qui sont érigés, et puis des clôtures assez simples contrôlées par l'armée. Et au fur et à mesure du temps, on va en arriver à un système beaucoup plus complexe que vous voyez sur la gauche de l'écran. Ça, c'est le mur dans sa version définitive.
On a donc d'un côté Berlin-Ouest avec un mur extérieur surmonté d'un cylindre pour empêcher l'escalade trop facile du mur. Vous avez des bandes de sable. Pourquoi des bandes de sable? Parce que ça permet de repérer toute trace de pas nouvelle et donc potentiellement de pouvoir savoir où la personne a fui et où elle est passée. On a des fossés pour éviter que certaines personnes puissent essayer de prendre des voitures pour essayer de forcer le mur. Des miradors existent aussi, donc des projecteurs qui éclairent jour et nuit pour être sûr que l'on voit bien. Des miradors donc, sur lesquels on a placé des soldats qui ont le droit de tirer à vue. Et vous avez aussi donc des murs de fil barbelé, des barrières électrifiées parfois, et avec alarme. Voilà, et un mur de hauteur de 3 mètres pour passer à Berlin-Est. Donc on a un système défensif et répressif, parce que l'objectif, c'est bien évidemment d'empêcher la fuite des populations de Berlin-Est vers l'ouest. Et on a donc des gardes qui patrouillent avec des chiens très régulièrement sur toute la zone de Berlin. Voilà, on a donc quelque chose qui est extrêmement complexe. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo qui vous permettra encore de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle finalement de ce mur de Berlin et même de ce qu'on dit quand on parle de rideau de fer. Voilà. Alors, vous l'avez compris avec cette vidéo, on parle bien d'une population qui a été emmurée pour éviter qu'elle ne fuit le bloc de l'Est. Et donc Berlin-Ouest est dans cette situation. La population de Berlin-Ouest sera enfermée de 1961 à 1989. L'année 1961, avec la création du mur de Berlin, marque une nouvelle période de tension extrêmement forte, extrêmement grave entre les deux grands. Et vous voyez, on parle même dans cette période d'apogée de la guerre froide, à partir jusqu'en octobre 62. On reviendra sur cette date. Juste, j'attire votre attention donc sur le fait que Staline a perdu le pouvoir il l'a perdu parce qu'il est mort en mars 1953. Et c'est Khrouchtchev, qu'on avait déjà rencontré lors du siège de Stalingrad, qui est à la tête de l'Union soviétique. Et pendant la période de la construction du mur de Berlin, c'est John Fitzgerald Kennedy qui va être au pouvoir, et lui sera assassiné en novembre 1953. Mais c'est important de connaître au moins ces deux personnages. Voilà. L'année 1962 marque un tournant. On parle vraiment d'une année charnière, d'une année d'apocalypse, de crainte en tout cas de l'apocalypse nucléaire. Et tout va se jouer à Cuba, une île au sud des États-Unis. Donc revenons sur Cuba quelques années avant. Jusqu'en 1959, Cuba est gouverné par un régime autoritaire qui est allié des États-Unis. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et se range dans le camp de l'Union soviétique. On a donc un pays du bloc de l'Est juste à côté du leader incontesté du bloc de l'Ouest. En 1961, le président américain, le président Kennedy, décide de soutenir une insurrection menée par des réfugiés cubains. Voilà, ça sera l'opération de la baie des cochons, voilà, qui aura lieu donc en 1961. Et vous voyez, la baie des cochons se situe vraiment au sud du littoral de Cuba. Cette opération est un échec gigantesque. Cuba et Castro en ressortent très renforcés, et les États-Unis et Kennedy diminués. Khrouchtchev décide donc de soutenir militairement Cuba et va lancer la construction d'implantations de sites de missiles nucléaires à Cuba. On est dans une période très dure de la guerre froide, et les armements nucléaires sont de plus en plus présents. Arrêtons-nous donc quelques secondes sur finalement cette course aux armements qui a eu lieu entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc bombe atomique, les États-Unis disposent de la bombe atomique dès 1945, l'URSS en 1949, vous le voyez sur le document à droite de l'écran. Derrière, les États-Unis vont se lancer dans la construction de bombardiers nucléaires stratégiques qu'ils auront dès 1948, l'URSS en 1955. Ensuite, on va passer même à la bombe thermonucléaire, donc qui est beaucoup plus puissante que la bombe atomique elle-même, en 1948 pour les États-Unis et en 1953 pour l'Union soviétique. Et cette course à l'armement, elle est
incroyablement importante. Et on développera donc de nouveaux moyens d'envoyer des missiles nucléaires, que ce soit par des sous-marins à propulsion nucléaire et parfois à armement nucléaire, et de plus en plus de missiles balistiques à moyenne portée, 800 à 2400 mètres, et plus tard des missiles ce qu'on appelle intercontinentaux qui sont capables de faire plusieurs milliers de kilomètres. Et là, on est finalement dans les années 60. Et vous voyez que l'équilibre se fait sur les missiles intercontinentaux. L'URSS et les États-Unis les obtiennent quasiment en même temps, voire même l'Union soviétique est légèrement en avance. Et regardez le nombre total de charges nucléaires présentes en 1972. Donc quelques temps après la crise de Cuba, 5746 pour les États-Unis, 2492 pour l'Union soviétique. On est sur une période, la guerre froide, où les deux grands et toutes les puissances nucléaires, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis et l'Union soviétique, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de la France, ont de quoi détruire totalement la planète. Et c'est un risque très fort, et en 1962, avec la crise de Cuba, on va craindre l'apocalypse nucléaire à cause d'un affrontement entre Kennedy et Khrouchtchev. Donc je l'expliquais déjà un tout petit peu tout à l'heure. Khrouchtchev décide l'installation de bases nucléaires, de missiles nucléaires à Cuba. Pourquoi fait-il cela? Eh bien pour une raison simple, il veut soutenir Fidel Castro et empêcher les États-Unis de potentiellement envahir Cuba. Et cette découverte, elle est faite parce que, et vous le voyez d'ailleurs sur la droite de l'écran, parce que des avions espions américains décèlent finalement ces traces d'implantation de sites de missiles nucléaires à Cuba. Pour les États-Unis, c'est un vrai problème, puisque il serait à seulement 12 minutes d'une attaque nucléaire. Hein, c'est le temps que mettrait finalement un missile nucléaire pour atteindre. Donc si on prend la chronologie de votre manuel, page 114, on constate que les avions américains, l'avion espion américain prend une photo le 14 octobre 1962, et que dans la semaine du 22 au 28 octobre 1962, on a l'une des semaines les plus tendues de la guerre froide entre les deux grands. Donc 22 octobre, le président américain Kennedy décide le blocus de Cuba, c'est-à-dire qu'il demande à la marine américaine et à l'aviation américaine d'empêcher tout débarquement de matériel ou de militaires sur le sol cubain. Donc vous voyez sur l'image de gauche ce que ça donne vraiment, on empêche toute possibilité de débarquement. Ça, c'est la première étape. Le 25 octobre, ça va plus loin puisqu'il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Kennedy présente donc au Conseil de sécurité de l'ONU cette nouvelle menace. Et dans le même temps, Khrouchtchev fait un premier pas finalement de côté. C'est pas encore un pas de recul, mais un pas de côté, puisque les navires soviétiques qui se dirigeaient vers Cuba on leur demande de faire demi-tour. Voilà. 26 et 27 octobre, 2 jours de négociations très intenses entre Kennedy et Khrouchtchev, et ça marque aussi une nouvelle étape dans la guerre froide parce que jusque-là, les dirigeants des deux leaders des deux blocs ne négociaient pas entre eux. Le 28 octobre, Khrouchtchev annonce que l'URSS renonce à installer des missiles à Cuba en échange de la promesse américaine de ne pas envahir l'île de Cuba. Cette étape est importante parce que les deux, ni Kennedy ni Khrouchtchev, ne reculent réellement, et d'ailleurs on va le voir dans la propagande. Cette crise de Cuba, chacun la présente comme une victoire. Victoire américaine pour Kennedy, victoire soviétique pour Khrouchtchev, mais on a vraiment cette idée que chacun sera renforcé. Khrouchtchev a besoin de toute façon de cette victoire face à Kennedy, et Kennedy ne peut pas être désavoué. Il a été élu il y a encore peu de temps. Khrouchtchev, quelque part, aussi a besoin de cette victoire. On a donc une nouvelle étape. Et c'est vraiment très important à comprendre. Hein. Cuba, on a craint l'apocalypse nucléaire. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous présente un petit peu plus en détail les enjeux de la crise de Cuba. Et on reprendra après. En octobre 1962, l'humanité a échappé de peu à une guerre nucléaire. Ce mois fut le point culminant de la rivalité entre le monde communiste mené par l'Union soviétique et les démocraties libérales menées par les États-Unis. L'équipe d'Histoire vécue a retrouvé des acteurs et témoins de cette période d'angoisse au cœur de la guerre froide.
Miami de nos jours. Son quartier cubain, appelé Little Havana. C'est d'ici qu'est partie la crise qui a failli dégénérer en guerre nucléaire. Ces personnes âgées qui trompent le temps par leur jeu sont tous des exilés venus de Cuba, la grande île située juste au sud de la Floride. Ils sont arrivés à partir de 1959, l'année où une révolution socialiste menée par Fidel Castro renverse à Cuba un régime autoritaire allié des États-Unis depuis des décennies. J'étais pilote dans l'aviation cubaine jusqu'en 1959, quand Castro a pris le pouvoir. Alors, je suis parti. Je suis allé aux États-Unis et je voulais que la liberté revienne à Cuba. Comme beaucoup d'exilés cubains, Steve Bovo n'a jamais accepté la prise de pouvoir de Fidel Castro. Il collectionne les photos de ceux qui ont pris les armes contre la révolution cubaine. Rassemblés à Miami, les exilés cubains obtiennent rapidement l'aide de l'administration américaine, alors dirigée par le nouveau président Kennedy. En 1961, les exilés cubains tentent de reprendre le pouvoir à Cuba en débarquant sur la baie des Cochons. Ils pensent que la population cubaine les soutiendra. En fait, le peuple se ralliera derrière Fidel Castro. La plupart des membres de l'expédition seront arrêtés. Ça, c'est l'endroit au milieu du château où ils nous ont fait passer en jugement. On est tous là. Arrêté et jugé, Pedro Ramez garde de l'amertume de cette aventure. Il croyait marcher triomphalement sur la Havane avec le soutien des États-Unis et s'est retrouvé au fond d'un cachot. Le gouvernement Kennedy nous a envoyés et abandonnés à Cuba. En repoussant l'attaque des exilés cubains soutenus par les États-Unis, Fidel Castro devient un héros auprès d'une partie de l'opinion publique mondiale. Constanza Kavrakova habitait à l'autre bout du monde, en Allemagne de l'Est. Fidel Castro était un personnage culte. On écoutait ses discours qui duraient pendant des heures et des heures. Et puis, au même moment, il y a eu aussi Che Guevara, qui est rentré en scène. Ça se passait en Amérique latine et c'était passionnant. Ernesto Che Guevara, compagnon d'armes de Castro, se lance dans une croisade révolutionnaire en Amérique latine. Les guérillas qu'il lance sont considérés par beaucoup comme des mouvements de libération. Ils représentaient une idée de liberté, de volonté d'indépendance, et cela au cœur même de l'Amérique latine. On voyait l'Amérique latine comme un continent de républiques bananières et de dictateurs de toutes sortes, de tous les genres que vous pouvez imaginer. Et tout d'un coup, les gens se levaient et disaient « Hey, attendez, maintenant c'est au peuple de décider ». Castro et Che Guevara deviennent les nouvelles idoles du monde communiste. Le guerriero reçoit un accueil triomphal en Chine. Il obtient de Mao la promesse de soutenir Cuba. Castro, lui, rencontre le leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Il scelle l'alliance entre les deux pays. Une alliance militaire qui inclut une importante décision secrète. Ça a été une semaine où on ne savait pas ce qui se passait. On voyait des troupes, on voyait des tanks, on voyait les avions. La route vers les îles du sud de la Floride était bourrée de soldats. Du 15 au 22 octobre 1962, les habitants de Floride, stupéfaits, voient l'armée mener d'immenses manœuvres sans qu'aucune raison ne soit annoncée. Ça a créé ici à Miami une véritable panique, une panique devant l'inconnu, jusqu'à ce que le président vienne un soir à la télévision nous expliquer ce qui se passait. Le 22 octobre, le président Kennedy explique qu'un avion espion américain a découvert des missiles nucléaires soviétiques à Cuba.
il décrète un blocus autour du pays. Pour Cuba, ces missiles nucléaires sont une assurance de ne pas être envahis. Pour l'Union soviétique, ils sont un moyen de pouvoir frapper New York et Washington. Pour les États-Unis, il s'agit d'une menace insupportable qui doit disparaître d'une façon ou d'une autre. L'aviation prépare le bombardement des sites de missiles. Le 25, la marine américaine intercepte un navire soviétique en provenance de Cuba. La population de Floride s'inquiète. Nous habitions à Saint-Pétersbourg, en Floride, à côté d'une base aérienne. C'est un centre de planification et de commandement. Et on savait que si des missiles étaient lancés à partir de Cuba, ce serait un des endroits qui serait rayé de la carte. John Hamill venait de commencer sa carrière d'institutrice. J'avais des élèves de 8-9 ans, et notre but était de ne pas les effrayer, qu'ils n'aient pas peur. On voulait qu'ils continuent à apprendre et maintenir la situation aussi stable que possible. Mais les autorités demandaient aussi que des entraînements soient effectués en classe. À cette époque, la bombe les préoccupait. Alors on apprenait le duck and cover pour la bombe atomique. L'exercice duck and cover consiste tout simplement à se protéger sous une table. Je me souviens être à l'école, assise à des tables exactement comme celle-ci, et de l'instituteur qui nous disait de nous cacher sous la table. Je me souviens, on entendait une sirène, et on était tous morts de peur sous nos tables. Les autorités américaines essayent de préparer la population à l'éventualité d'une attaque nucléaire. Après une attaque nucléaire, tout type d'écran vous apportera une certaine protection contre les retombées radioactives. Une maison en dur divisera par 2 les radiations. Pour une meilleure protection, allez au rez-de-chaussée, loin des portes et des fenêtres. Un abri dans une cave apporte une plus grande protection. Et un abri recouvert d'un mètre de terre apporte une protection presque complète contre les retombées. Donnez à votre famille la meilleure protection. Préparez un abri maintenant. Les Américains se préparent au pire. Dans les pays du bloc soviétique, on fait de même. Pour savoir où on devait aller, il y avait des plans. Dans les couloirs, on nous indiquait où étaient les bunkers et les salles de protection, ce qu'il y avait dedans et ce qu'il fallait y faire. On avait des entraînements avec des masques à gaz et aussi sur ce qu'il fallait faire en cas de guerre nucléaire. Et le fond de l'histoire était se couvrir comme on pouvait et avec beaucoup de prudence, se rendre au cimetière. À l'Est comme à l'Ouest, l'humour est une des nombreuses armes qu'utilisent les populations angoissées par le risque nucléaire. On avait tous peur de l'anéantissement nucléaire. Mais peu à peu, tout ça a évolué dans mon esprit. Je me suis mis à réaliser que ce n'était pas seulement moi qui allais être anéanti, mais un très grand nombre de gens. On partageait tous le même sort possible, et moi, ça m'a permis d'accepter les choses un peu mieux. Chacun essaye de se rassurer comme il peut devant une capacité de destruction qui défie l'imagination. C'est une hémisphère de feu de plus de 5 km de diamètre, dont la température égale celle de la surface du Soleil. Khrouchtchev et Kennedy savent qu'une guerre nucléaire ne se traduirait pas seulement par des dizaines de millions de morts et un empoisonnement des terres. Des scientifiques les informent qu'un hiver nucléaire pourrait bouleverser le climat de la planète et provoquer une famine mondiale. Les 2 leaders vont résister à la pression de conseillers qui les poussent vers l'engrenage d'un affrontement. Les 27 et 28 octobre, ils trouvent un accord dont une partie restera secrète.
L'Union soviétique retire ses missiles de Cuba. Les États-Unis s'engagent à retirer les leurs de Turquie et à ne pas envahir Cuba. Chaque parti a sauvé la face. Dans la crise, les deux superpuissances font le même constat. Les armes nucléaires sont faites pour ne pas s'en servir. Du bord de l'abîme, un nouvel espoir apparaît en ce début des années 60. Quand les négociations ont abouti à une solution pacifique, ça a donné à tout le monde de l'espoir pour le futur. Tout d'un coup, on s'est mis à croire en un monde uni. Pendant plus de 40 ans, deux blocs ennemis se... Ça a donné le sentiment d'un nouveau succès de l'humanité. C'est un sentiment qui réunit les gens. C'est ce qui s'est passé aussi pour Gagarine. Ça réunissait les gens. C'était la première fois qu'on quittait notre planète pour aller sur un autre astre. Ce n'était que la Lune, à seulement 400 000 km de nous. Mais après, il y aura une deuxième étape vers Mars et une troisième étape vers d'autres planètes. Il y a eu d'importantes missions faites avec la navette spatiale. On développe maintenant la Station spatiale internationale et on ira plus loin dans l'espace. Aussi longtemps qu'on aura le soutien du public, on y arrivera. En octobre 1962, l'humanité a échappé de peu à une guerre nucléaire. Ce mois fut le point culminant de la rivalité entre le monde communiste mené par l'Union soviétique et les démocraties libérales menées par les États-Unis. L'équipe d'Histoire vécue a retrouvé des acteurs et témoins de cette période d'angoisse au cœur de la guerre froide. Miami de nos jours. Son quartier cubain, appelé Little Havana. C'est d'ici qu'est partie la crise qui a failli dégénérer en guerre nucléaire. Ces personnes âgées qui trompent le temps par leur jeu sont tous des exilés venus de Cuba, la grande île située juste au sud de la Floride. Ils sont arrivés à partir de 1959, l'année où une révolution socialiste menée par Fidel Castro renverse à Cuba un régime autoritaire allié des États-Unis depuis des décennies. J'étais pilote dans l'aviation cubaine jusqu'en 1959, quand Castro a pris le pouvoir. Alors, je suis parti. Je suis allé aux États-Unis et je voulais que la liberté revienne à Cuba. Comme beaucoup d'exilés cubains, Steve Bovo n'a jamais accepté la prise de pouvoir de Fidel Castro. Il collectionne les photos de ceux qui ont pris les armes contre la révolution cubaine. Rassemblés à Miami, les exilés cubains obtiennent rapidement l'aide de l'administration américaine, alors dirigée par le nouveau président Kennedy. En 1961, les exilés cubains tentent de reprendre le pouvoir à Cuba en débarquant sur la baie des Cochons. Ils pensent que la population cubaine les soutiendra. En fait, le peuple se ralliera derrière Fidel Castro. La plupart des membres de l'expédition seront arrêtés. Ça, c'est l'endroit au milieu du château où ils nous ont fait passer en jugement. On est tous là. Arrêté et jugé, Pedro Ramez garde de l'amertume de cette aventure. Il croyait marcher triomphalement sur la Havane avec le soutien des États-Unis et s'est retrouvé au fond d'un cachot. Le gouvernement Kennedy nous a envoyés et abandonnés à Cuba. En repoussant l'attaque des exilés cubains soutenus par les États-Unis, Fidel Castro devient un héros auprès d'une partie de l'opinion publique mondiale. Constanza Kavrakova habitait à l'autre bout du monde, en Allemagne de l'Est. Fidel Castro était un personnage culte.
On écoutait ces discours qui duraient pendant des heures et des heures. Et puis, au même moment, il y a eu aussi Che Guevara, qui est rentré en scène. Ça se passait en Amérique latine et c'était passionnant. Ernesto Che Guevara, compagnon d'armes de Castro, se lance dans une croisade révolutionnaire en Amérique latine. Les guérillas qu'il lance sont considérés par beaucoup comme des mouvements de libération. Ils représentaient une idée de liberté, de volonté d'indépendance, et cela au cœur même de l'Amérique latine. On voyait l'Amérique latine comme un continent de républiques bananières et de dictateurs de toutes sortes, de tous les genres que vous pouvez imaginer. Et tout d'un coup, les gens se levaient et disaient « Hey, attendez, maintenant c'est au peuple de décider ». Castro et Che Guevara deviennent les nouvelles idoles du monde communiste. Le guérillero reçoit un accueil triomphal en Chine. Il obtient de Mao la promesse de soutenir Cuba. Castro, lui, rencontre le leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Il scelle l'alliance entre les deux pays. Une alliance militaire qui inclut une importante décision secrète. Ça a été une semaine où on ne savait pas ce qui se passait. On voyait des troupes, on voyait des tanks, on voyait les avions. La route vers les îles du sud de la Floride était bourrée de soldats. Du 15 au 22 octobre 1962, les habitants de Floride, stupéfaits, voient l'armée mener d'immenses manœuvres sans qu'aucune raison ne soit annoncée. Ça a créé ici à Miami une véritable panique, une panique devant l'inconnu, jusqu'à ce que le président vienne un soir à la télévision nous expliquer ce qui se passait. Le 22 octobre, le président Kennedy explique qu'un avion espion américain a découvert des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Il décrète un blocus autour du pays. Pour Cuba, ces missiles nucléaires sont une assurance de ne pas être envahis. Pour l'Union soviétique, ils sont un moyen de pouvoir frapper New York et Washington. Pour les États-Unis, il s'agit d'une menace insupportable qui doit disparaître d'une façon ou d'une autre. L'aviation prépare le bombardement des sites de missiles. Le 25, la marine américaine intercepte un navire soviétique en provenance de Cuba. La population de Floride s'inquiète. Nous habitions à Saint-Pétersbourg, en Floride, à côté d'une base aérienne. C'est un centre de planification et de commandement. Et on savait que si des missiles étaient lancés à partir de Cuba, ce serait un des endroits qui serait rayé de la carte. John Hamill venait de commencer sa carrière d'institutrice. J'avais des élèves de 8-9 ans, et notre but était de ne pas les effrayer, qu'ils n'aient pas peur. On voulait qu'ils continuent à apprendre et maintenir la situation aussi stable que possible. Mais les autorités demandaient aussi que des entraînements soient effectués en classe. À cette époque, la bombe les préoccupait. Alors on apprenait le duck and cover pour la bombe atomique. L'exercice duck and cover consiste tout simplement à se protéger sous une table. Je me souviens être à l'école, assise à des tables exactement comme celle-ci, et de l'instituteur qui nous disait de nous cacher sous la table. Je me souviens, on entendait une sirène, et on était tous morts de peur sous nos tables. Les autorités américaines essayent de préparer la population à l'éventualité d'une attaque nucléaire. Après une attaque nucléaire, tout type d'écran vous apportera une certaine protection contre les retombées radioactives. Une maison en dur divisera par 2 les radiations. Pour une meilleure protection, allez au rez-de-chaussée, loin des portes et des fenêtres. Un abri dans une cave apporte une plus grande protection. Et un abri recouvert d'1 mètre de terre apporte une protection presque complète contre les retombées.
Donnez à votre famille la meilleure protection. Préparez un abri maintenant. Les Américains se préparent au pire. Dans les pays du bloc soviétique, on fait de même. Pour savoir où on devait aller, il y avait des plans. Dans les couloirs, on nous indiquait où étaient les bunkers et les salles de protection, ce qu'il y avait dedans et ce qu'il fallait y faire. On avait des entraînements avec des masques à gaz et aussi sur ce qu'il fallait faire en cas de guerre nucléaire. Et le fond de l'histoire était se couvrir comme on pouvait et avec beaucoup de prudence, se rendre au cimetière. À l'Est comme à l'Ouest, l'humour est une des nombreuses armes qu'utilisent les populations angoissées par le risque nucléaire. On avait tous peur de l'anéantissement nucléaire. Mais peu à peu, tout ça a évolué dans mon esprit. Je me suis mis à réaliser que ce n'était pas seulement moi qui allais être anéanti, mais un très grand nombre de gens. On partageait tous le même sort possible, et moi, ça m'a permis d'accepter les choses un peu mieux. Chacun essaye de se rassurer comme il peut devant une capacité de destruction qui défie l'imagination. C'est une hémisphère de feu de plus de 5 km de diamètre, dont la température égale celle de la surface du Soleil. Khrouchtchev et Kennedy savent qu'une guerre nucléaire ne se traduirait pas seulement par des dizaines de millions de morts et un empoisonnement des terres. Des scientifiques les informent qu'un hiver nucléaire pourrait bouleverser le climat de la planète et provoquer une famine mondiale. Les deux leaders vont résister à la pression de conseillers qui les poussent vers l'engrenage d'un affrontement. Les 27 et 28 octobre, ils trouvent un accord dont une partie restera secrète. L'Union soviétique retire ses missiles de Cuba. Les États-Unis s'engagent à retirer les leurs de Turquie et à ne pas envahir Cuba. Chaque partie a sauvé la face. Dans la crise, les deux superpuissances font le même constat. Les armes nucléaires sont faites pour ne pas s'en servir. Du bord de l'abîme, un nouvel espoir apparaît en ce début des années 60. Quand les négociations ont abouti à une solution pacifique, ça a donné à tout le monde de l'espoir pour le futur. Tout d'un coup, on s'est mis à croire en un monde uni. Voilà, donc j'espère qu'avec les vidéos, vous avez un petit peu mieux compris les enjeux de la crise de Cuba. Là, vous avez devant vous deux documents, un qui date du 27 octobre 1962, donc juste avant la résolution du conflit. C'est Kennedy qui répond finalement à Khrouchtchev, et juste à côté, vous avez le vainqueur selon l'URSS, d'après Khrouchtchev dans ses souvenirs en 1971. Et je vous ai remis cette petite caricature qui représente bien la crise de Cuba. D'un côté, Khrouchtchev assis sur une bombe H, de l'autre côté, Kennedy sur une bombe H, les deux faisant un bras de fer. On a vraiment cette illustration dans la crise de Cuba. Cet équilibre de la terreur entre les deux qui, potentiellement, s'ils appuient sur le bouton nucléaire, on en arrive à une guerre généralisée. Donc, ça serait important, je pense, de lire les deux textes si on devait en résumer le propos. D'un côté, Kennedy estime clairement qu'il ne peut pas laisser des missiles nucléaires s'installer à Cuba, que certes, la paix mondiale est un enjeu très important, mais qu'il ne peut pas laisser des missiles nucléaires s'installer à Cuba, et que pour ça, il a besoin de garanties, il a besoin, que les activités à Cuba soient cessées, parce que ça peut constituer un risque pour la paix mondiale. Et dans le même temps, Khrouchtchev lui répond, enfin, dans ses souvenirs, donc il faut faire très attention avec ce document,
il dit clairement, l'objectif pour nous était d'empêcher d'envahir Cuba. Alors ça, c'est l'argument de la propagande soviétique. On est plus dans une idée que Khrouchtchev voulait menacer Kennedy, voulait montrer qu'il était puissant, qu'il était fort, qu'il avait la capacité de frapper les États-Unis de manière très dure. Et il voulait finalement entrer en négociation avec Kennedy. Pour ça, il avait besoin de se montrer fort. Et il en arrive à une solution diplomatique très importante parce que les États-Unis sont obligés de reculer et notamment de retirer leurs propres missiles nucléaires de Turquie. Donc on a un désengagement des deux grands après cette crise de Cuba. Donc crise de Cuba 1962. Vous allez me dire, mais pourquoi on a passé autant de temps sur Cuba alors qu'on était sur l'Allemagne? Eh bien tout simplement parce que, rappelez-vous, mur de Berlin, construction, août 61. La crise de Cuba, elle arrive juste derrière. Et c'est bien parce que on a eu ces tensions à Berlin qui sont de plus en plus fortes. On a quelque part un escalier de la terreur, un escalier des tensions entre les deux grands. Et on a eu la première marche, le mur de Berlin, on a la deuxième avec la crise de Cuba. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et surtout que la crise de Cuba va faire entrer le monde dans sa totalité dans une nouvelle période de la guerre froide qu'on va appeler la détente. Ça sera la période 1963-1975 où les tensions entre les deux grands vont être beaucoup moins fortes. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la frise chronologique qui s'affiche. On est avec la crise de Cuba dans la période qu'on appelle la détente. Alors, il y aura d'autres compétitions idéologiques, scientifiques, techniques, des combats aussi, ça sera la période de la guerre du Vietnam, mais pendant un temps, en tout cas, le monde va être un petit peu moins sous tension. Et donc on a bien eu cette escalade en 1961, construction du mur de Berlin, 1962, crise de Cuba. Et au prochain cours, on essaiera de comprendre quelle va être l'évolution de l'histoire politique de l'Allemagne à l'intérieur des grands enjeux de la guerre froide, parce qu'on est toujours dans cette logique-là, essayer de comprendre la guerre froide par l'exemple de l'Allemagne. Et donc on verra que, comme justement on est en période de détente, l'Allemagne va pouvoir en quelque part avoir des relations plus pacifiques entre la RFA et la RDA, mais que ça sera toujours compliqué et qu'avant la réunification, il y aura encore beaucoup d'événements compliqués et complexes à noter. Voilà, je vous retrouve au prochain cours. Alors sur l'espace d'aujourd'hui, dans le contenu de séance, vous retrouverez le grand 1A sous forme rédigée, et au prochain cours, vous aurez la suite du cours. Voilà, bon courage.